À l'écoute de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire, la mort du djihadiste franco-sénégalais en Syrie, Oumar Diaby. Sa famille ne peut rien confirmer. Les étudiants arrêtés après le caillage du cortège présidentiel déféré au parquet aujourd'hui. Recrutement dans la fonction publique, il y a eu des contestations. L'affaire serait politisée. Banlieue dakaroise, les pluies de ce week-end ont provoqué des dégâts. Des maisons inondées, des murs se sont effondrés. Tivaouane est également inondé. Plusieurs maisons sont sous les eaux. La cité religieuse réclame un plan hors sec. Et puis, publication de procès-verbaux dans la presse. Lyon, des magistrats du Sénégal s'en émeut. Les chroniqueurs judiciaires, eux, disent recevoir ces documents des mains des acteurs de la justice eux-mêmes. L'actualité internationale avec Sorna Lantambaye. Bonjour Sorna. Bonjour Antoine Diouf. On y va pour les titres. Mali, près de 3 jours après l'attaque de Sévaré, les autorités mènent l'enquête. Des experts en antiterrorisme ont été dépêchés sur place. Toujours pas de revendication, mais certains évoquent l'implication du groupe Ansaroudine. En Guinée-Bissau, la crise au sommet de l'État persiste. Le président José Mario Vaz promet de s'adresser à la nation ce mardi. Les sports avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour Antoine Diouf, bonjour à tous. Préparatifs de l'Afro-Basket tournoi international de Dakar. Les compétitions se poursuivent cet après-midi au stade Maurice Ndiaye. À 17h, le Cap-Vert, battu d'entrée hier par le Sénégal, se frotte au Sénégal B, tandis que l'équipe nationale du Sénégal va jouer contre le Mali. C'est prévu donc cet après-midi au stade Demba Diop de Dakar. Nous allons aussi parler du début samedi prochain des phases nationales des Navétanes. Djourel ouvre le bal. Au rendez-vous, le foot, le théâtre et plusieurs thématiques vont être abordées. L'autre partie de la compétition va se dérouler à Kaolack, la capitale du bassin arachidian. Le point de vue sur les conséquences des pluies du week-end, quelques zones sont inondées. Comment faire face à la situation? Vos avis vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis samedi, l'on fait état de la mort de Oumar Diaby en Syrie, mais la famille du djihadiste franco-sénégalais n'est pas en mesure de confirmer quoi que ce soit. El Haj Alassane Samba Diop. Mamadou Anne est très inquiet. Son fils Mbahe Anne, cousin d'Omar Diaby, djihadiste sénégalais qui serait mort en Syrie, n'a pas donné de nouvelles. Son fils Mbahe Anne a été embarqué, femmes et enfants, par Omar Diaby pour la Syrie. Voilà bientôt 1 an. Mamadou Anne. Il y a des nuits, je ne dors pas du tout. Je ne dors pas, je ne ferme pas la nuit parce que, étant donné que c'est un pays où il y a la guerre, le bombardement vient à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Donc, je suis très inquiet et je ne dors pas la nuit. Ça, c'est très, très, très grave pour moi qu'on est arrivé là, quoi. Il appelle 2 fois sur le Skype. Bon, il arrive à nous montrer ses enfants, sa femme, tout ça. Des fois, il n'y a pas de réseau. Donc, elle a du mal de pas les rejoindre. Mbaréane est originaire du village de Orkadjéré, dans la commune de Canel. Son épouse, Mariam, est de Canel. Il se trouve actuellement en Syrie. Leur famille demande de l'aide. Oui, en allant en Syrie, Oumar Diaby donc a fait voyager Mbaréane, un de ses cousins, avec son épouse et leur enfant. Mais avec la mort de Diaby annoncée, le père de Mbaréane se dit inquiet. Oui, je vous le disais tout à l'heure donc, la famille de Oumar Diaby n'est pas en mesure de confirmer sa mort. Écoutons son oncle, il s'appelle Mamadou Anne, il est joint à Nice par El Haj Alassane Samba Diop. Je ne peux pas confirmer tous les décès, je ne sais pas. Je suis comme vous, j'ai entendu ça comme ça. Voilà, mais les rumeurs prouvent comme quoi il est décédé. On a entendu comme vous, mais je ne peux pas confirmer qu'il est décédé. Car comme je suis en France, je ne peux pas savoir s'il est décédé ou pas. Mais moi, je ne sais pas. Les étudiants arrêtés après le cassage du cortège présidentiel ont été déférés au parquet ce matin. Ils se trouvent dans la cave du palais de justice attendant de faire face au procureur. Ces 6 étudiants pourraient être inculpés pour les délits d'atteinte à la sûreté de l'État. Le dernier recrutement dans la fonction publique fait jaser, c'est parce que l'on considère qu'il s'agit de recrutement politique. Au total, c'est 800 nouvelles recrues, Binte Diallo.
Des recruteurs se disent outrés du manque de transparence qu'il y a eu lors de ce dernier recrutement effectué par le département de Viviane Laure Bampassi. Des demandeurs d'emploi qualifiés, il y en avait assez, mais les quotas de la présidence et de la Casamance, dont est originaire le ministre de la fonction publique, leur ont ravi la vedette. Ce qui veut dire que la majeure partie des 800 recrues l'ont été sur une base politico-politicienne. Un personnel purement politique, peut-être même sans qualification. Du côté de la direction générale de la fonction publique, où sont affichées les listes des recrues, ça râle et ça jase. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi leurs dossiers n'ont pas été retenus. Aucune explication ne leur a été fournie du côté de la tutelle. Et cette fois non plus, on n'a pas entendu l'APR se plaindre de sa mise en rade dans les recrutements. En 2014, l'actuel directeur de la Maison de la Presse avait dénoncé dans les journaux le manque de transparence autour de ce recrutement parce que seulement le ministre de la fonction publique d'alors, Mansour Sy, n'avait pas donné la part belle au parti de Macky Sall dans les recrutements. Seule la conformité du dossier était exigée. Pour ce dernier recrutement, les demandeurs d'emploi disent attendre des explications. Ils disent également espérer que le prochain recrutement de personnel technique qualifié n'aura pas de relance politique. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h06, la pluie et ses dégâts en banlieue dakaroise. Des quartiers sont inondés, des murs de maisons se sont affaissés. C'est ce qui s'est passé dans les zones sans canalisation. Le point dans ce reportage de Salif Sow. Désemparés, se seraient pris au piège par les eaux pluviales, Père Espoir. Nous sommes prisonniers des eaux. Nous ne pouvons pas attaquer tranquillement à nos occupations. Les sacs, c'est pour barrer l'eau. L'image ne passe pas inaperçue. Des sacs remplis de sable sont posés à l'entrée des maisons ici. Nous sommes aux parcelles assainies. C'est le même décor dans tous les sites envahis par les eaux pluviales. Les zones inondées ont un autre point en commun. Elles sont toutes dépourvues de système de drainage des eaux pluviales. Ces zones-là, vraiment, on a des sérieux problèmes. Parce qu'il y a beaucoup d'eau. Parce que bon, il n'y a pas de canalisation. Lui, c'est Bidiba, le maire de Médina Gounass, commune inondable. Il y a les sapeurs vraiment qui sont avec nous. Si on arrive à régler ces problèmes, vraiment on peut dire que le problème quand même des inondations à Médina Gounass ou bien à Djiddah Thiaroye, c'est réglé. Djiddah Thiaroye, justement, le système de pompage se poursuit là-bas et dans les autres sites sans canalisation. L'assurance est du préfet de Pékin. Selon Guichi Diouf, le système a été tout de même renforcé. Les stations de pompage sont mises en marche. Les camions hydrocureurs et les motopompes aussi sont déployés sur le terrain. Ce, sous la supervision des sapeurs-pompiers très visibles à Guinaouraï, Thiaroye Azur et Thiaroye-sur-Mer. La situation est maîtrisée dans ces zones, a conclu l'autorité. Ratou à la main, dans une rue quasi déserte, pantalon retroussé jusqu'aux genoux, Moussa cherche désespérément à se débarrasser des eaux. J'habite au parcelle Zasseni à l'UT4. La terrible situation qui prévaut ici est aggravée par la fine pluie de ce matin. Les activités sont au ralenti, sous un ciel bas et lourd, qui a déjà fait des dégâts. Salif Sow, banlieue dakaroise, Radio Futur Média. La ville de Tivaouane est également inondée. Plusieurs maisons sont envahie par les eaux de pluie. Ici, on réclame un plan Orsec. Correspondant Cheikh Anta Diop. Tivaouane, sous les eaux, de nombreuses maisons sont inondées. Dans plusieurs quartiers, les populations vivent un véritable calvaire. C'est une situation aujourd'hui qui est déplorable à Tivaouane. Et parce qu'elle est récurrente. Récurrente, ces inondations depuis des années. Les quartiers Djiddah, Kouli, Tivaouane, Olof, Kermans, Kermatar sont presque inondés. Oui, vous avez vu, Tivaouane est coupé en deux. La route principale qui mène vers les mausolées ou les quartiers religieux, presque coupé en deux. Le phénomène est beaucoup plus grave au quartier Djiddah. Cette femme rencontrée sur place déclare qu'elles ont tout perdu. On a perdu tous nos bagages, les matelas, les postes téléviseurs, et ce sont même les populations qui sont venues nous soutenir. Abdou Aziz Diop du Forum civil, un habitant du quartier, indexe un défaut d'assainissement et interpelle l'État. Mais je pense que l'assainissement devrait être une urgence, une priorité par rapport à ce plan. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ces quartiers, il n'y a que 2 pluies. On n'a enregistré que 2 pluies assez importantes. Et aujourd'hui, la ville est impraticable. On mérite un plan Orsec.
Parce qu'il faudrait que les autorités soient plus proactives. Parce que qu'est-ce qu'on constate? L'absence totale des autorités. Je pense que c'est normal, on le comprend. Ils ont atteint leur limite objective, ils ont fait de leur mieux, mais ils sont incapables aujourd'hui, je dis autorités municipales, communautés administratives, de juguler ce problème. En tout cas, les populations ont dénoncé le manque de présence des autorités. Pour prendre en charge cette problématique, nous avons tenté de joindre la municipalité, mais en vain. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Kaolack, on s'est bien préparé à faire face à d'éventuelles inondations. La 31e compagnie des sapeurs-pompiers a mis en place un dispositif particulier avec 16 motopompes et 2 électropompes. L'appel d'Ibrahim Adjamé. Ce n'est pas encore le calvaire des inondations dans la commune, mais les pompiers sont déjà armés pour la lutte. Plus d'une quinzaine de motopompes sont prépositionnées, prêtes à évacuer toute eau pluviale, rassure le commandant de la 31e compagnie des pompiers de Kaolack, Cheikh Tidjane Sindiaye. L'unité de la 31e compagnie est prête pour le combat habituel, avec 16 motopompes et 2 électropompes. 2 électropompes, ce sont des pompes qui sont alimentées par du courant électrique. Les motopompes sont alimentées par du gasoil. Donc au total, nous avons 18 machines prêtes à cracher. Le calvaire des inondations est différemment vécu suivant le quartier où l'on est. C'est pourquoi les pompiers ont ciblé cela où le phénomène s'accentue le plus. Les quartiers ciblés les plus importants sont d'abord le quartier de Khahoun, où nous avons mis en place une électropompe d'une puissance grande, et le quartier de Tchofak aussi, où nous avons placé une électropompe. Le quartier de Sam aussi, qui est généralement un quartier où les inondations sont récurrentes. On a placé une motopompe de 1000 qui débite 1000 litres par minute. La liste des quartiers continue, Sam 1, 2, 3 et 4, ainsi que Sarah Diamagen, Sarah Nimzat, Parcelle Asseni, Kermaloum, sont dans le répertoire des pompiers. Reste maintenant la question de la sécurisation des bassins de rétention pour éviter les noyades d'enfants, et selon le commandant, la suggestion a été déjà faite au maire de la commune. Ibrahim Diamé Kaolack, Radio Futur Média. Les inondations, un véritable casse-tête pour le gouvernement, et malgré les efforts qui sont en train d'être faits, le phénomène persiste. C'est la grande désolation chez les populations. Le commentaire d'Elhal Ndjogoudienne. Première semaine du mois d'août, généralement très pluvieux, première forte pluie à Dakar et premières inondations dans la capitale et sa banlieue. Les populations dakaroises et celles de l'intérieur du pays renouent tristement avec les inondations et en souffrent terriblement. Un triste sort pour ces populations qui croyaient qu'elles ne vivraient plus les pieds dans les eaux de pluie après l'accession au pouvoir de Macky Sall. L'actuel locataire du palais de l'Avenir en campagne électorale avait promis des solutions définitives aux inondations. Plus de 3 ans après, c'est toujours le sale temps pendant l'hivernage avec le régime Sall. Le gouvernement a montré pour le moment son incapacité et son incompétence à résoudre le problème des inondations. Les discours et les mesurettes n'ont pas encore permis de venir à bout du phénomène. Le programme décennal de lutte contre les inondations, lancé en 2012 pour un coût de 767 milliards de francs CFA, n'est pas encore à la hauteur des résultats attendus. N'en déplaise au ministre en charge des inondations, Diène Farbassar, qui se glorifie du fait que le régime de Macky Sall ait mis 70 milliards de francs CFA en 3 ans dans la lutte contre les inondations. Ce qui, dit-il, dépasse de loin ce que les différents régimes ont fait dans l'histoire du Sénégal. Mais quels problèmes ont réellement réglé ces 70 milliards si les populations pataugent toujours dans les eaux de pluie? De grâce, monsieur le ministre, plus de retenue et non à l'autoglorification et à l'autosatisfaction. Ce que les citoyens attendent, c'est d'être débarrassés pour de bon des inondations, parce que c'est pour ça qu'ils ont sanctionné Abdoulaye Wade et mis Macky Sall à sa place. Les Sénégalais veulent des solutions à leurs préoccupations, et gouverner, c'est prévoir. À cette maxime, le régime Sall doit l'assimiler et être plus prévenant et plus anticipatif, car c'est le seul gage d'un Sénégal émergent. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Des heures perdues sur l'autoroute à péage, c'était le calvaire ce matin pour les automobilistes. En fait, la fermeture de la nationale numéro 1 à hauteur de Cambérène a causé beaucoup de désagréments aux usagers. Reportage Ismaïla Kamara. Des voitures de petite taille, des véhicules 4x4, des bus Tata, des taxis jaunes et noirs se suivent à la queue leu-leu. Ça klaxonne, ça roule doucement. Nous sommes sur l'autoroute à péage à hauteur du Technopole. Ici, la plupart des automobilistes ont fait le grand tour. La fermeture de la route de Cambérène à cause des fortes pluies d'hier est passée par là. Cet usager vient de Cambérène, il a passé 2 heures d'horloge sur la route. Il nous raconte son calvaire. C'est pas évident du tout. Oui, moi je viens de Cambérène. J'ai fait
Le tour. Le tour. Combien de temps vous avez fait sur la route? Plus de 2 heures de temps. Hein. 2 heures de temps. Depuis 7 heures de temps. Et vous devez aller où? À Mérina. D'accord. Pour le boulot? Oui. Autre automobiliste, autre galère. Vous venez d'où, monsieur? Nous venons de Pikine. De Pikine. Vous avez contourné la route, il paraît que c'est fermé au niveau de Cambérène. Ou bien c'est votre chemin normal? Même hier, c'était fermé au niveau de Cambérène. Parce que moi... Quelles sont les explications qu'ils vous ont fournies? C'est quoi? C'est dû à quoi? Aux inondations. Ok. L'eau a envahi la route nationale. Là, de vivre cette situation, il lance cet appel au pouvoir public. Nous vivons difficilement, nous avons du mal à rallier nos bureaux. Voilà, il faut que les autorités prennent des mesures pour que pareille situation ne se reproduise plus. Il faut penser à changer les choses. Pendant ce temps, le péage ne désemplit pas pour le plus grand bonheur de la société qui a en charge la gestion de cette autoroute. Ces agents déclarent que la vente des tickets a triplé, comme quoi le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ismaïla Kamara, l'Union des magistrats du Sénégal déplore la publication des procès-verbaux dans les colonnes des journaux. Les chroniqueurs judiciaires disent comprendre l'UMS. Cependant, nos confrères à qui nous avons donné la parole font savoir que ce sont les acteurs de la justice eux-mêmes qui livrent ces documents aux journalistes. Mohamed Ali Mouba. L'Union des magistrats du Sénégal est allée droit au but. La publication des PV d'audition dans la presse constitue une violation des secrets de l'instruction. Souleymane Diamsi, chroniqueur judiciaire au Soleil, ne comprend pas cette levée de bouclier. Et pour cause. Mais en réalité, le journaliste, lui, qui lui donne ces PV-là, ces procès-verbaux, il ne se donne pas ces PV-là. Ce sont les auxiliaires de justice, je veux dire, la police, la gendarmerie, et même au sein du parquet. Il peut avoir, partout il peut avoir les PV. Comment faire pour résoudre définitivement cette question-là? Tout le monde doit, soit les avocats, la gendarmerie, la police, et ainsi de suite, et les autres corps qui interviennent dans l'action de justice doivent échanger. Justin Gomiste du quotidien partage l'idée, mais il pense qu'en le disant, l'UMS ne fait que défendre les gros bonnets. Les publications des PV d'audition des petites gens n'ont jamais intéressé personne. Ce qui me déplore, c'est parce que tout simplement, les derniers procès-verbaux qui ont été publiés dans la presse sont relatifs plutôt à des cas des gens qui sont célèbres. Et puisque ça fait l'effet d'une bombe, donc c'est pourquoi ils ont eu cette attitude. En tout état de cause, y a-t-il une ligne à défendre malgré tout s'il répond à l'Oudjouf de Libération? Le traitement d'un procès verbal. Le journaliste, quand il a un procès verbal par devers lui, il doit savoir comment le traiter. Il faut vraiment avoir l'esprit de synthèse pour pouvoir traiter un procès verbal. On ne doit pas tout divulguer. Il y a des réserves qu'il faut émettre, sincèrement. Le secret de l'instruction ne lie pas le journaliste. Ce n'est pas la première fois que ce débat est soulevé. La famille judiciaire s'est régulièrement émue de la publication de ces PV d'audition dans la presse. Dernièrement, un journaliste du quotidien a été convoqué pour la publication des PV d'audition du chanteur Thionsek. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Sosna Natambaye. Mali, après l'attaque de Sévaré, on mène l'enquête. Une enquête coordonnée par les autorités maliennes et des experts occidentaux. Le samedi déjà, des experts en antiterrorisme sont arrivés à Sévaré. Les personnes arrêtées juste après l'attaque ont été relâchées. Pour l'heure, on ignore toujours les auteurs de l'attaque. Selon une source militaire malienne, on soupçonne des hommes d'Amadou Koufa, un prêcheur radical originaire de Mopti, allié aux rebelles d'Ansar-ud-Din. Ce groupe est dirigé par Iyad Akrali. Des opérations sont en cours pour relever les zones d'ombre qui subsistent. Ce dimanche, deux partis de l'opposition ont dénoncé le manque de mobilisation du gouvernement, le peu de moyens donnés à l'armée pour faire face au terrorisme. Et le dernier bilan communiqué par les autorités parle de 13 morts, 5 contractuels de l'ONU, 4 soldats maliens et 4 terroristes. Guinée-Bissau, la crise au sommet de l'État persiste. Le président José
Mario Vage a rencontré ses homologues guinéens et sénégalais ici même à Dakar. Il a regagné Bissau le dimanche. La crise résulte de la volonté de Mario Vage de dissoudre le gouvernement. Lui et le Premier ministre Domingos Simoes Pereira ne s'entendent plus sur la façon de gérer le pays. Le chef d'État bissau-guinéen a-t-il changé d'avis ou pas? On le saura certainement ce mardi. En effet, José Mario Vage promet une adresse à la nation après une réunion avec le Conseil d'État, un organe de consultation rattaché à son cabinet. Rappelez que la rencontre entre Macky Sall, Alpha Condé et Vage portait sur la situation qui prévaut en Guinée-Bissau. Niger, l'opposition part en phase avec le pouvoir sur le calendrier électoral. Pour l'opposition, il faut obligatoirement organiser les élections locales avant la présidentielle. Elle a rejeté le chronogramme proposé par la CENI. Par ailleurs, les opposants récusent la Cour constitutionnelle. Adramé Ismaël Koli. L'opposition désire la tenue d'élections locales avant la présidentielle et critique la Cour constitutionnelle. À presque 6 mois de l'élection présidentielle, des opposants nigérians ont rejeté le chronogramme mis en avant par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ils prétendent qu'il n'y a pas eu de consensus autour du calendrier. C'est pourquoi ils contestent avec la dernière énergie le chronogramme des futures élections présidentielles, législatives et locales de 2016. La coalition des partis de l'opposition a des doutes sur le recensement électoral. Selon Mohamed Ousmane, leader de l'opposition, la transparence doit être le mot d'ordre lors de ces élections. Et cette structure qu'est la CENI en manque cruellement. Le président de la République, Mahamadou Issoufou, dans son message à la nation du 3 août dernier, a affirmé qu'il va considérer des élections mal organisées comme un échec personnel et qu'il est nécessaire que les institutions chargées des élections prennent leurs responsabilités en toute indépendance par rapport à tous les partis. À quelques mois des élections, les contestations de l'opposition sont devenues de plus en plus récurrentes. Congo, des opposants ont été incarcérés ce week-end. Ils sont au nombre de 4. Ces opposants sont tous hostiles à un 3e mandat de Denis Sassou Nguesso. Le secrétaire général de la Convention d'action pour la démocratie et le développement déclare avoir informé la communauté internationale par le biais des chancelleries. En plus, les organismes internationaux des droits de l'homme seront saisis plus tard. Burundi, la capitale encore secouée par des séances de tir ce dimanche soir. Des témoins ont fait état d'affrontements entre forces de l'ordre et rebelles dans 2 quartiers de Bujumbura. Les tirs ont duré près de 2 heures et ont cessé vers 21h30 GMT. Pour l'instant, aucun bilan n'a été établi. Le Burundi sombre de plus en plus dans la violence depuis la réélection le 21 juillet dernier du président Pierre Nkurunziza Antoine. Et puis le Gabon, les personnels de santé rejoignent les salles de consultation. Leur grève a duré 1 mois. Les médecins ont accepté de négocier encore une fois avec le gouvernement. Libreville, la correspondance d'Yves Antonio Ogoula. 5-4-2-1. C'est un ouf de soulagement poussé par les populations au Gabon. Les hôpitaux, centres de santé et autres infirmeries ouvrent de nouveau leurs portes pour accueillir les malades. Depuis 1 mois, le public a été privé à cause d'une grève. La Fédération des syndicats des médecins du public et privé et le syndicat des personnels de santé vont de nouveau négocier avec le gouvernement pour bénéficier de près de 700 postes budgétaires et la prise en charge complète par la CNAMGS, c'est-à-dire la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Le syndicat des personnels de santé veut aussi la représentation des professionnels de la santé au conseil d'administration de cet établissement public, ainsi que l'aide au logement des médecins. À cela s'ajoute la mise en place d'un système de traitement des déchets biomédicaux. Autre motif qui a emmené les personnels de santé à lever le mouvement de grève, la libération sous caution d'un médecin incarcéré depuis février dernier à Libreville pour homicide involontaire sur une patiente et trouble à l'ordre public. Les syndicats de la santé se réjouissent de la signature de 2 arrêtés avec le ministre de la Santé, lesquels arrêtés vont permettre d'intégrer les commissions chargées de recenser les préoccupations des personnels de la santé. Yves Antonio Ogoula, Libreville, RFM. Voilà Antoine, c'est tout pour l'actualité hors du Sénégal. Merci Sornanata. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les conséquences des pluies du week-end. Quelques zones sont inondées. Comment faire face à la situation? On va en parler dans quelques minutes. Le sport.
sport, c'est l'affaire de Cher Tidiane Diagne. Rebonjour Cher. Bonjour Antoine. Préparatif de l'afro-basket masculin, les compétitions se poursuivent cet après-midi. C'est avec le tournoi international de Dakar, vous l'avez certainement bien compris, à 17h au stadium Marius Ndiaye, le Cap-Vert, battu d'entrée hier par le Sénégal 72-50, se frotte à Sénégal B. Il s'agit d'une sélection locale sénégalaise. Juste après, l'équipe nationale du Sénégal, amenée par un Gorgissidien, se frotte au Mali. Le Mali qui est venu à Dakar pour se frotter donc au meilleur. C'est pourquoi hier, son entraîneur n'a pas accepté de jouer contre l'équipe B du Sénégal. Le tournoi de Dakar donc doit servir de dernier virage. Avant l'afro-basket, nous allons écouter à présent Sylvain Leutier. C'est lui le sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basketball du Mali. Il est interrogé par Sodeka. Tout le monde subit un peu les événements, les organisateurs du tournoi, les équipes participantes. On a eu la possibilité de faire 2 matchs contre l'équipe du Sénégal A et un match contre l'équipe capverdienne. C'est l'option que l'on a retenue. Sénégal A est une équipe nettement plus forte que nous et les bonnes équipes appuient là où ça fait mal. Donc ça sera un très bon révélateur de ce que l'on doit progresser avant la compétition. Donc on sait qu'on risque d'être dominé par le Sénégal A, mais c'est plus intéressant d'être dominé que de gagner un match. D'être dominé nous donne beaucoup d'informations. Voilà, il s'agit donc du sélectionneur de l'équipe malienne après la défaite d'entrée de l'équipe caradienne hier face au Sénégal, on vous l'avait dit, 72-50. Ils vont s'appuyer sur donc leur deuxième match prévu cet après-midi pour rectifier les erreurs. Et nous allons écouter Fidel Mendoza. Lui, c'est le capitaine des requins bleus capverdiens. Il est interrogé par Sodekam. On va sérieusement jouer notre deuxième match, que ce soit face à l'équipe B ou C du Sénégal. L'essentiel pour nous, c'est de rectifier les erreurs et de gagner le match. Nous sommes là pour bien préparer l'afro-basket, donc on va prendre au sérieux le match, bien le jouer pour espérer le gagner. Nawetan Cher Tidiane, début samedi des phases nationales. Diourbel ouvre le bal Antoine au rendez-vous, le football, le théâtre et plusieurs thématiques qui vont être donc abordées. L'ONCAV, la structure qui gère les navétanes au Sénégal, compte sur le pari de l'organisation et encore l'ONCAV qui est encore à la recherche de moyens. Mais l'essentiel est fait. Nous allons écouter Amadou Kane, c'est le président de la structure en charge des navétanes. Nous l'écoutons. On ne peut pas dire que tout est fin prêt, mais on peut dire qu'on est en train quand même de chercher un minimum pour pouvoir démarrer. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, c'est au fur et à mesure que les compétitions avancent que tous les problèmes se règlent. Que ce soit cette compétition, que ce soit toutes les autres compétitions. Maintenant, nous avons au-delà des conseils interministériels qui ont été organisés et à Diourbel et à Kaolack, la délégation de l'ONCAV a eu à se rendre 2 fois dans chaque région. Nous avons fait des réunions d'évaluation par rapport aux missions qu'on avait assignées à nos représentants. Nous avons pu constater quand même que les représentants de l'État qui sont là-bas, n'est-ce pas, n'ont ménagé aucun effort pour que les directives qui étaient issues de ces conseils interministériels soient appliquées. Ce qui ne veut pas dire que tous les problèmes ont été réglés, mais l'essentiel a été fait. C'est ce qui a fait que nous avons pris la décision, n'est-ce pas, d'installer les comités d'organisation n'est-ce pas, nationaux au niveau de ces 2 régions-là à partir de mercredi. Donc à partir de mercredi déjà, la coordination qui est chargée de gérer ces phases au niveau de la région de Diourbel sera dans l'après-midi du mercredi à Diourbel. La même chose se fera au niveau de Kaolack. Ce qui est essentiel a été fait. L'essentiel, c'est de sensibiliser la population. Et notez que les phases nationales des navétanes se déroulent simultanément à Diourbel et à Kaolack, la finale étant prévue dans la capitale du bassin arachidier le 29 août prochain. Et puis pour terminer avec le football, le championnat d'Angleterre qui va clôturer sa première journée cet après-midi. Retenez que Manchester City se déplace sur la pelouse de West Bromwich. Nous aurons certainement le temps de revenir avec les résultats ou alors le résultat de cette rencontre comptant pour la première journée du championnat anglais. Antoine. Merci cher Tidiane Diagne. RFM. Reportage vacances. Reportage vacances. À la rencontre des étudiants issus du monde rural en cette période d'hivernage, ils devraient aller cultiver la terre, mais impossible pour eux, car ils sont actuellement occupés par les examens. Des bras en moins, une vie difficile à l'université. Le reportage vacances est signé Mantouré. Parlez d'agriculture et vous réveillez en eux l'odeur délicate de la terre humide, le grand espace et les sillons. Mais non, en lieu et place de la houe, hilaire et d'abat pour labourer les champs, ils ont un stylo pour gratter les cahiers et un cartable en bandoulière
Ils sillonnent les allées de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis étudiant en liberté à la faculté de sciences juridiques et politiques. J'habite au département de Foundiougne, la commune de Soum. Fils de paysans devenus disciples de Cheikh Anta Diop par la force des choses. On fait les examens dans le mois de septembre, mois d'août, alors que ça correspond vraiment au temps d'agriculture. Si l'aîné de mon père, on prend droit pour pouvoir l'aider au sang. Ça me fait mal, mais j'ai pas le choix. Le cœur lourd, le regard absent, il imagine son pauvre vieux père, presque seul, face à une étendue de terre, une machine vétuste, un âne parfois paresseux, au finish, un résultat peu fameux. Il y a des machines, mais les machines, bon, il faut prendre la faculté de médecine et encore le coller à la faculté de droit pour avoir un sang normal. 2 personnes. C'est pas compliqué ça. Ah, c'est compliqué, mais pas le choix. Un autre étudiant a trouvé la parade. Nous sommes obligés de soutenir la famille. Bien que la vie est dure à l'université, on suppose les mieux placés pour les aider. À part la culture, ils n'ont rien à gagner. C'est pour quelques mois, voire 3 mois, après avoir terminé la culture. Dans 2 mois, ils épuisent toute leur récolte. Le pouvoir de cultiver la terre, ces étudiants l'ont déjà. Il leur reste le savoir. Et maintenant, ils courent après.